Bienvenue au forum d'El Moudahid. Si mes confrères voudraient se rapprocher un petit peu pour qu'on puisse un peu plus mieux s'entendre, si c'est possible. قدموا برك شوية s'il vous plaît. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin un spécialiste en économie, professeur à l'Université 3 et fin observateur de la scène financière, Monsieur Mohamed Boukhari, bonjour. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci. Nous allons débattre ce matin du retour de l'Algérie vers l'endettement extérieur, ses avantages, ses risques sur notre pays. Mais avant de détailler, je donne l'occasion 10 à 15 minutes à M. Boukhari pour nous faire un petit exposé sur l'endettement extérieur. M. Boukhari, à vous la parole. Merci Madame Larbi. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc, permettez-moi de faire une petite introduction théorique qui est très importante pour pouvoir analyser la situation de cette décision d'aller vers l'endettement. Donc, je ne vous apprends rien qu'en macroéconomie, en particulier en comptabilité nationale, le déficit budgétaire se finance par trois voies. Premièrement, donc par l'épargne des ménages. Deuxièmement, par l'éviction des investissements privés. Et enfin, par la balance commerciale. Donc je vous demande de retenir ces trois éléments parce qu'ils sont importants dans l'analyse. Donc la question que vous allez vous poser, vous allez me dire, mais pourquoi on parle de déficit budgétaire, donc ajz al-mizaniya, alors que le sujet du jour aujourd'hui, c'est l'endettement. Eh bien, c'est lié justement, il y a une genèse. Pourquoi on est arrivé à l'endettement? Donc le problème du déficit budgétaire, en fait, ne se posait pas quand les prix du pétrole étaient élevés. Surtout quand on avait institué le fameux outil stratégique de stabilisation stratégique qui s'appelle le Fonds de régulation des recettes, le FRR. Donc les problèmes ont débuté lorsque les prix du pétrole ont commencé à chuter d'une manière très importante. Donc c'était en 2014-2015. Et à partir de ce moment, donc, se pose la question pour le gouvernement de trouver les ressources pour financer ce déficit budgétaire. Donc si vous vous rappelez, à l'époque, donc le gouvernement Sellel, donc ils ont d'abord épuisé le fonds de régulation des recettes, donc qui est passé d'un outil stabilisateur stratégique, il est devenu une simple tirelire. Donc quand il s'est épuisé, donc on est passé aux solutions techniques. Donc je vous ai dit théoriquement, donc le premier point pour financer un déficit budgétaire, c'est justement l'épargne des ménages. Et donc ça tombe bien puisque donc le gouvernement Sellel, si vous vous rappelez bien, a fait le fameux emprunt obligataire. Donc l'idée c'était quoi? Donc on s'est dit, puisqu'il y avait un secteur informel, qu'il fallait, donc, où il y avait une épargne, qu'il fallait justement utiliser pour financer le déficit budgétaire. Donc l'emprunt a été lancé avec des taux d'intérêt élevés, donc 5% sur 3 ans, 5,75 si vous vous rappelez sur 5 ans. Donc c'était intéressant. Sauf que ça n'a pas marché. Faute d'un plan de communication adéquat, sachant qu'il y a une méfiance du secteur informel par rapport à tout ce qui est étatique, et d'un autre côté, la non prise en considération de la problématique du taux d'usure, qui est problématique en Algérie. Donc, il est passé, donc sur le gouvernement passé, il a changé de fusil d'épaule, il est passé vers la deuxième voie, donc l'éviction de l'investissement privé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc par injonction, donc ils ont forcé les institutions publiques, donc institutions financières, les entreprises publiques et aussi le FCE, si vous vous souvenez bien, pour justement financer cet emprunt obligataire.
Effectivement, ils ont réussi puisqu'ils ont collecté près de 5 milliards de dollars, donc l'équivalent de 600 milliards de dinars si vous vous souvenez. Donc le FCE à peu près il a participé pour 140 milliards de dinars. Mais le problème qui s'est posé, c'est que d'un côté on a réglé le problème du déficit budgétaire par cet emprunt, sauf qu'on a créé d'autres problèmes. Donc le premier problème, c'est la sous-liquidité du secteur financier. Parce que vous savez, avec la baisse du pétrole, des prix du pétrole, il y avait un manque de liquidité chez les banques. Et quand on les a encore forcés à acheter, forcés, même si le taux d'intérêt était élevé, donc ils étaient gagnants dans l'affaire, mais ça a créé une situation de sous-liquidité. Donc il n'y avait plus assez de liquidité pour financer l'économie nationale. Donc plus de crédit à l'économie, moins d'investissement. Moins d'investissement, donc moins d'activité économique. Pour le FCE, c'est la même chose. Donc au lieu d'investir ces fonds dans l'outil de production, ils les investissent dans du papier, donc c'est l'emprunt obligataire, donc aussi moins d'investissement, donc moins d'activité économique. Donc, le résultat de cette politique, c'est qu'on a réglé un problème, mais on a créé d'autres, sous liquidité, ce qui est très problématique pour les secteurs financiers, et éviction des investissements des entreprises. Face à ces problèmes, donc le gouvernement a rapidement été débarqué, un nouveau gouvernement installé, c'est le gouvernement Yahya. Le gouvernement Yahya arrive avec une autre idée, c'est celle du financement dit non conventionnel, la fameuse planche à billets. Sauf que si le gouvernement avait fait un emprunt de 5 milliards de dollars à peu près, la planche à billets, c'était 50 milliards de dollars. Donc c'était 10 fois plus. Donc c'était tellement important. Et cela conjugué à la problématique de la surfacturation. D'ailleurs, on a discuté de blanchiment d'argent ici même en été, de la problématique. Et ça fait qu'un autre problème a été créé. L'autre problème, c'est la fente des réserves de change, c'est-à-dire l'accélération de la fente des réserves de change. Donc on est passé d'un problème, pour résoudre un problème de sous-liquidité et un problème de financement du déficit budgétaire, vers un problème de baisse drastique des réserves de change. Donc face à cette situation, qui était intenable, puisque vous savez très bien que les réserves de change ont un rôle très important dans l'économie algérienne. Il y a eu les fameux, donc le Hirak et les fameux événements politiques que connaît l'Algérie. Donc face à cette situation, donc le gouvernement a été obligé, le gouvernement actuel de M. Bdaoui est obligé de trouver de nouvelles solutions. Parce que face à l'opinion publique, on ne peut pas utiliser ou réutiliser la planche à billets, même si la planche à billets est une solution technique acceptable au niveau macroéconomique. Sauf que face à l'opinion populaire, à l'opinion publique, ces solutions utilisées par les gouvernements précédents n'est plus d'actualité. Donc, il est obligé d'aller vers de nouvelles solutions. Donc, quelles sont ces nouvelles solutions? Donc, vu le projet de loi de finances 2020, donc l'interview qui a été faite par M. le ministre, M. Local de Finances à l'APS, donc on peut en tirer plusieurs solutions. Donc d'abord, il est revenu aux fondamentaux. C'est-à-dire les fondamentaux, c'est quoi? Donc le déficit budgétaire, c'est deux éléments. Donc il y a les recettes, il y a les dépenses. Donc la solution la plus simple, c'est d'augmenter les recettes, de diminuer les dépenses. Donc chose qui a été faite. Donc je vous donne quelques chiffres qui sont tirés justement de cet entretien. Donc l'augmentation des recettes, c'est 8,6%. Ainsi, il devrait passer de 2790 milliards de dinars en 2019 à 3029, presque 30 milliards en 2020. Comment? Donc sous l'effet de l'élargissement de l'assiette fiscale et de l'amélioration substantielle du recouvrement. Donc convenez ici que c'est une solution tout à fait acceptable. Vous me direz que peut-être il était préférable d'aller vers une réforme fiscale plus approfondie,
mais je répondrai qu'il faut attendre les présidentielles pour faire quelque chose de plus consistant, vu les circonstances. Donc, deuxième solution qui a été faite, donc, ce sont la baisse des dépenses publiques. Ainsi, donc, elles ont diminué de 9,2% et ils sont passés, ils devraient passer de 8 557 milliards fin 2019 à 7 773 pour 2020, donc soit une baisse de 784 milliards de dinars. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les fondamentaux. Maintenant, les solutions innovantes qui ont été utilisées. Un petit peu de notion théorique. Vous savez que la balance des paiements, ce sont deux éléments. C'est la balance commerciale et c'est la balance des mouvements des capitaux. Nous, on avons un problème de balance. Vous entendez pas ça? Vous entendez? C'est ma fille, c'est bon? Ça va. Donc, nous avons deux éléments. Donc, la balance des paiements, c'est deux éléments. Donc, c'est la balance commerciale, l'ajt tijari, et la balance des mouvements des capitaux. Donc, les mouvements de capitaux sont assez faibles. Vous savez que l'attractivité de l'économie algérienne en ce moment et ces dernières années n'est pas très forte, d'où la faiblesse des IDE. Et on a imputé ça, donc il y avait beaucoup de discussions sur le sujet, on a imputé ça à la règle 51-49. Donc une première solution, c'est justement d'abroger partiellement ou bien d'assouplir la règle 51-49. Ainsi, on parle de secteurs stratégiques et de secteurs non stratégiques. Donc on garde la règle 51-49 pour les secteurs stratégiques et on abroge la règle 51-49 pour les secteurs non stratégiques. Ainsi, on suppose que l'abrogation de cette règle permettra d'attirer des IDE qui vont pouvoir financer ce déficit de la balance commerciale. Deuxième solution innovante, et c'est l'objet du jour, c'est justement l'endettement. C'est d'aller vers l'endettement qui permettra de ramener des ressources qui permettront aussi à leur tour de financer ce déficit de la balance commerciale et donc des déficits budgétaires. Donc voici un petit peu, donc je récapitule pour que l'idée puisse être plus claire. Donc, premier problème de déficit budgétaire. Le gouvernement met des solutions qui n'ont pas été, qui ont donné en partie des résultats, mais qui ont engendré d'autres problèmes. Le gouvernement Yahya vient avec d'autres idées qui ont donné des résultats, mais en créant d'autres problèmes. Donc aujourd'hui, face à la situation actuelle, donc le gouvernement est obligé de prendre en considération le contexte politique délicat en attendant les présidentielles. Donc il met en œuvre de nouvelles solutions. De nouvelles solutions d'un côté, donc on va dire des solutions de fonds qui sont donc de toucher d'un côté les recettes et les dépenses de l'autre, mais aussi de mettre en avant des solutions tout à fait nouvelles qui sont l'abrogation ou bien l'assouplissement de la règle 51-49 d'un côté et de l'autre côté d'aller vers l'endettement qui permettront justement de financer ce déficit budgétaire. Voilà ce que je voulais dire en introduction pour montrer l'intérêt d'aller vers l'endettement. Merci M. Boukhari. Avant d'aller au détail de cet endettement et d'avoir des précisions, est-ce que vous trouvez normal que l'Algérie s'engage dans des décisions aussi importantes dans une situation actuelle? Sans président, avec un gouvernement qui est censé liquider les affaires courantes, est-ce qu'il est normal de prendre des décisions pareilles, l'assouplissement de la règle 51-49, l'endettement extérieur? Comment vous expliquez ça, M. Boukhari? À mon avis, donc... ces règles peuvent être, ces décisions peuvent être prises parce que ces décisions, on verra tout à l'heure, si vous me donnez le temps d'expliquer, en fait, d'abroger la règle 51-49. Donc j'ai eu l'occasion de discuter, le plaisir de discuter avec votre collègue, donc Madame Wassila, sur le journal Horizon par rapport à l'assouplissement de la règle 59. Quels sont qu'il faut aller vers des secteurs stratégiques parce qu'il n'est pas logique, vu la taille de l'économie algérienne, de généraliser la règle 51-49, même si ce type de règle est appliqué dans d'autres pays comme en Chine par exemple.
mais vu la taille de l'économie chinoise, donc c'est 1,5 milliard, presque et demi de la population de presque 1,5 milliard, ne peut être comparé à une population de 40 millions de personnes, d'individus plutôt, pardon, donc c'est pas comparable. Donc vaut mieux se concentrer sur les choses qui nous permettront d'être compétitifs sur la scène internationale, de créer des champions nationaux qui nous permettront de nous intégrer pleinement dans l'économie internationale. Donc je ne pense pas que ce soit un problème délicat pour le gouvernement. Maintenant, reste bien évidemment, dans le texte de la PS, les secteurs stratégiques ne sont pas encore définis. Absolument. Donc l'idée, c'est justement, j'espère que ces secteurs vont être définis d'une manière, avec une approche scientifique qui permet de dégager ces secteurs. Donc nous avons tout le temps d'aller vers, de présenter ces secteurs stratégiques. Donc c'est une question en fait qui a peu à voir avec le contexte, on va dire. Deuxième élément, donc l'endettement. Donc pour que je puisse répondre aussi, il faut qu'on parle des caractéristiques ou des caractéristiques de la dette. Et pour ce faire, permettez-moi de lire un petit peu le texte de l'interview. Donc Monsieur le ministre dit textuellement, donc en répondant à la question, il dit diversifier les sources de financement de l'économie à travers un éventuel recours de manière sélective au financement extérieur auprès d'institutions financières internationales de développement en vue de financer les projets économiques structurels et rentables. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette définition? Moi, j'en retiens 5 caractéristiques. Il y aura même une 6e après que je vais expliquer tout à l'heure. Donc le premier élément, il parle de projets sélectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel projet qui va être financé par l'endettement. Ce sont des projets bien définis. Donc à mon sens, en principe, une commission devrait être instituée qui devrait se composer d'experts des différents ministères, de la Banque centrale, des banques publiques, et qui vont statuer sur l'opportunité de tel ou un tel projet. Est-ce qu'il mérite de s'endetter, oui ou non? Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième caractéristique, il parle de projets économiques. Il ne parle pas de projet social ou environnemental. Ça veut dire qu'un projet ce projet qui va être financé par l'endettement devrait créer de la richesse et créer de la valeur économique. Troisième élément, c'est la rentabilité. Quand on parle de rentabilité, ça veut dire que ce projet devrait créer une valeur nette positive, c'est-à-dire un résultat net positif. À partir de ce moment, je pense que la commission, quand je parle de la commission de sélection, donc on doit lui présenter un business plan. Ça veut dire que ce n'est pas un projet, n'importe quel projet qui va lui être présenté. Donc c'est un projet qui doit être ficelé, bien construit. Et Dieu sait combien ce problème est important à gérer. Quand vous voyez le budget, vous voyez la valeur dédiée, le montant plutôt dédié à la réévaluation des projets, qui est en centaines de milliards de dinars. Ça veut dire que les projets qui sont faits, un certain nombre, pas tous bien sûr, est mal conçu ou pas assez bien conçu. Donc, dans ce cas de figure, si on parle de rentabilité, il nous faut un business plan avec donc c'est quoi le marché, c'est quoi les gens, c'est quoi l'organisation, c'est quoi l'équipe, comment va se faire le suivi, quelles sont les stratégies, l'aspect financier. Donc tous ces éléments doivent être pris en considération et présentés dans un projet. Quatrième caractéristique de ces projets, ce sont des projets structurants. Donc c'est un projet structurel. Donc c'est quoi un projet structurel? Donc c'est un projet qui a un impact sur l'économie nationale, en particulier sur l'offre agrégée, l'offre globale, via la réduction des coûts et l'augmentation de la productivité. Donc si un projet ne répond pas à ces caractéristiques, logiquement, il ne devrait pas être accepté.
Et enfin, dernier élément, le texte parle d'une caractéristique qui est telle de s'adresser à des institutions financières internationales de développement. Donc il ne s'agit pas d'aller vers le FMI, mais il s'agit d'aller vers des institutions telles que la Société financière internationale, telles que la Banque africaine de développement, telles que la Banque islamique de développement, telles que la Banque européenne de reconstruction et de développement. Donc toutes ces banques dont l'objet est les infrastructures, le développement du secteur privé, la gouvernance, l'intégration régionale. Donc tous ces éléments qui concernent exclusivement le développement et non les autres institutions financières. Donc voici ces éléments. Je pense que tous ces éléments font que les projets qui passeront par la dite commission et acceptés de l'autre côté par ces institutions de développement, de financement, pardon, de développement, seront des projets de haut niveau. Donc, on fait de la mise à niveau, on tire les projets vers le haut. Donc, c'est qualitatif, et donc je ne vois pas où est la contradiction avec la situation politique, puisque les projets devraient être bons, donc en s'endettant pour des projets qui sont bons, donc en principe, il n'y a pas de problème. Ben, la contradiction, c'est que ces décisions n'ont pas été prises quand on avait un président. Actuellement, on est sans président. Comment prendre des décisions pareilles? Actuellement, différents gouvernements, ils nous ont diabolisé l'endettement, M. Bukhari. On a diabolisé l'endettement, on disait que l'endettement va toucher à la souveraineté de l'État, et subitement, l'endettement devient bien, c'est bon pour les pays, c'est bénéfique. Pourquoi toutes ces hésitations? Bon, moi, l'aspect politique, je vais le mettre de côté. Moi, je vais parler économie. Mettons de côté l'aspect politique. L'aspect politique, je le mets de côté. Maintenant, donc, ça dépend de quel type d'endettement parle-t-on. Moi, je ne suis pas si on était en train de parler d'un endettement de type ce qui a été fait dans les années 90, oui. Pourquoi? Parce que là, on va financer carrément les dépenses publiques par de l'endettement extérieur. Et on sait très bien quelle est l'efficacité des dépenses publiques. On le connaît très bien. Là, on parle de projets ficelés avec un business plan qui passe par une commission qui doit être évaluée au niveau des institutions financières internationales. Donc, c'est des projets, logiquement, qui doivent être bons. Donc, il n'y a aucun problème, à mon sens. Je ne vois aucun problème. C'est comme si vous allez vers une banque et vous avez un projet. Cette banque, elle va l'examiner, elle va voir que c'est un projet qui est viable et elle va vous financer, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on dépense beaucoup d'argent pour la réévaluation des projets. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, tous les projets ont été mal évalués. Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi on va mieux évaluer aujourd'hui? Ben justement, parce qu'il y a une double évaluation. La première, donc déjà le fait que on a imposé des conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, donc ce projet... Donc si ces conditions ne sont... Si ces conditions ne sont pas remplies, donc automatiquement ce projet en principe doit être refusé. Donc de un. Deuxièmement, il y a une commission en principe qui doit être instituée, qui va statuer sur ces projets. Et troisième élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces projets vont être évalués par les banques internationales. Et vous savez très bien que ces banques internationales, il y a beaucoup de... Prenons l'exemple de la Banque africaine de développement. Il y a tous les pays de l'Afrique, des plus riches aux plus pauvres, qui sollicitent des investissements. Et donc, une fois que ces projets sont déposés, il y a des évaluateurs qui évaluent l'opportunité de l'investissement. Et comme les ressources de ces institutions financières sont limitées, ils ne peuvent pas se permettre de financer n'importe quoi et n'importe comment. Donc automatiquement, je pense, en passant par tout ce processus, en principe, logiquement, il devrait y avoir au moins des projets qui sont au minima aux normes internationales. Et je ne pense pas que les normes internationales sont aussi mauvaises que ça. Bien, merci M. Bukhari. Donc j'ouvre le micro à mes confrères journalistes, oui. Le micro, s'il vous plaît. Voulez-vous vous présenter avant de poser vos questions, s'il vous plaît? Salam alaikum.
حمزة بالعيدي وقت الجزائر. سي بخاري، تحدثتم على وزارة أويحيى على أنها ذهبت إلى طبع النقود، لكن المشروع تاعها هو نفسه اللي تحدثتم عليه أنه طبع النقود ستذهب إلى مشاريع مثمرة، وتحدثتم على أنه المشاريع هذه ستنتج الثروة، ما تروحش إلى مشاريع يعني للسكن أو غير ذلك. يعني هو نفس المشروع، تغير فقط طبيعة يعني التمويل. يعني هنا والخبراء، العديد من الخبراء يقولون أن الجزائر ما تسحقش التمويل، عندها الأموال. هي المشاريع هذه اللي راهي تنتج تعمل فيها ليست مشاريع حقيقية، هي مشاريع ربما لتبييض الأموال وغيرها. يعني هنا المشكل هو نفسه، المشروع تاعك هو نفس مشروع أويحيى. شكرا. أظن لما فهمتونيش في اللغة الفرنسية، في اللغة العربية حتى أشرح أحسن واقعية. موش نفس الشيء. قلت هنالك إحلال يعني تعويض للتمويل المشاريع. عندما تطبع الأموال، تطبع النقود، هنا درنا سياسة مزدوجة، يعني سياسة نقدية وسياسة مالية في زوج، مشاو في كيف. عندما تقوم بالسياسة المالية تاعك أنت، من يتصرف في الأموال؟ هي الدولة. هكذا. دونك عندما الدولة تستعملهم لتمويل المشاريع، وقلت أنت أنه كما يقولوا بعض الخبراء أنه تم مشاريع لتبييض الأموال، أو استعملها بطريقة غير، أو المشروع ما كانش يعني مخطط له بطريقة جيدة، يعني مال كونسي، مش مخدوم مليح البروجي. معناتها أنا بانت لي مثلا باش نبني هذا البون هدايا، قال لازم لي 50 مليار، كي رحت نخدم صرت بي لازم لي 100 مليار، ما حسبتلوش مليح. دوك هنا، أو أنه بالعكس ضخمت الفاتورة. دونك يعني هنا نتكلموا على مردودية الاستثمار العمومي. أما في الاستدانة، واش هو يتكلم السيد الوزير، واش قال؟ أعطاه خصائص، وهذيك الخصائص قلت لازم المشاريع يجب أن تختار. الخاصية الأولى، المشاريع لازم تكون ذات مردودية. النقطة الثانية، المشاريع تكون ذات طابعة اقتصادية. النقطة الثالثة، قلت رابعا أن لازم يكون مسائل هيكلية. وخامسا، تمويل من طرف مؤسسات مالية تاع التنمية. دوك هذه الأمور هذه واش تخلي؟ يعني تخلينا أن الطابع على المشروع كي يجي يكون مشروع مخطط له بطريقة جيدة، ويروح لنقطة معينة محددة مسبقا. معناتها باللي نتايا غدوة كشركة أو كأجونس ناسيونال، قال مثلا سونال غاز، هاي ناخذوا مثال باش نفهموا. مثلا سونال غاز مثلا حبت تطور الطاقة الشمسية في الجنوب، تدخل الطاقة الشمسية هذه نطوروها مثلا. لازم لي تمويل، لازم دير ان بون بيزنس بلان، يعني مخطط أعمال، وتكتب فيه واش المشروع هذا واش فيه، كيفاش راح نديروه، ما هي الاستراتيجيه تاعي، لما نبيع هذا البيع التريسيتي تاعي، لما نبيعها باي اسعار، شحال لازم لي الوقت باش ندخل في دراهمي والى اخره. هذا المشروع كي يكون هكذا يقدم الى قلت اين كوميسيون، يعني لجنه اللي تكون فيها بالمنطقي، لازم تكون لجنه كيما هذه، تكون لجنه وزاريه عدة الوزارات، وتكون فيها كذلك خبراء من البنك المركزي وبالبنوك العموميه. هذا ما يشوفوها يقولوا باللي هذا المشروع مليح مثلا، هكذا نفترضوا باللي ماشي مليح هذا المشروع. الخبراء غلطوا يا سيدي. عندما تروح الى هذه المؤسسه التمويل العالميه، تروح البنك الافريقي، البنك الافريقي ما عندكش الاموال هكذا. البنك الافريقي عنده عده دول افريقيه تقول له اعطيني دراهم، من كينيا، من بوروندي، من نيجر، من افريقيا دو سود، مانيش عارف من مصر، من تونس، من المغرب، وجيتها من الجزائر، جيب لهم مشروع تاع سونال غاز، يشوفوا يعطيه الخبراء نتاعو، يشوفوا المشروع يقول لك هذا المشروع هذا ما يخرجنيش، ما تقدرش تخرج في لافير هذه، اللي مال فيسلي يرجحوا لك. اذا بالعكس كان المشروع مليح هذايا والخبراء تاع الجزائر ما غلطوش وراح البنك وكان مليح وشوفوه الخبراء قال لا بس به، كيفاش معناتها خبراء تاع الجزائر زيد خبراء تاع البنك المركزي تاع البنك الدولي راح يغلطوا في المشروع؟ يعني من المفترض والبنك الافريقي ما عندوش اموال يرميهم، عنده اموال، عنده امكانيات محدده، ما يقدرش يرمي الاموال نتاعو. اذا الان شاف هذو كل المراحل جازوا كل
وشفناه باللي كاع قالوا بلي مليح، يعني كان احتمال ضعيف جدا باش يكون المشروع مش في مكانه، وبالتالي فانه يعني كاين احتمال كبير باش المشروع يكون ذات مردوديه وحيعود بالفائده على الجزائر. مش كما المشاريع اللي نديروهم حنا ونستعملوا الانفاق الحكومي، يجي سونا غاز قال عطيني دراهم باش قال عن طريق وزاره الطاقه قال لك نسحقوا نطوروا مشروع فلاني، الطاقه هاك ان مونطون، والمشروع هذاك مثلا اللي مال كونسي في اخر المطاف ما ينجزوهش ولا يكون فيه امور هكذا. هذا هو الفرق، فرق جوهري هنايا بين شكون يمول. ما قلتش ما كانش دراسه، قلت لك كان هنالك جزء من المشاريع اللي كانت مش مدروسه مليح، لو كان والدليل قلت باللي هنالك ريفاليوسيون دي بروجي راه بمئات الملايير في او يتكلم عليها الوزير في الانترفيو تاعو، عطايخني اريت شوفوا الانترفيو راح لي الرقم شحال، ولكن رقم كبير يعني مئات الملايير، يعني هناك كان مشكل. دونك صافي دير كي لي بروجي مال ايتودي، دونك ماشي كلهم، جزء منهم على الاقل. احنا قلنا فقط باللي هذه الاستدانه راح يروح الى مشاريع اللي تكون مربوطه مخدومه بطريقه جيده، لانها تجوز على ان كوميسيون ناسيون فيها شروط اولا اللي قلتهم، ثانيا تجوز على ان كوميسيون نورمالمون تكون ان كوميسيون في الجزائر، وسكي سور راح تجوز على ان كوميسيون في البنك الدولي، هذا البنك يعني الدولي هذا اللي راح يقيمها لانه ما يمشي الاموال تاعو هكذا. هذه سي مسيو بوخاري. وي ميكرو. Si voici là du quotidien Horizon. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est-à-dire avec la situation financière de l'Algérie qui est peu reluisante, est-ce qu'on est en position de présenter des garanties pour ces banques? Vous dites que ces banques, elles ne jettent pas leur argent. Qu'est-ce qu'on peut présenter comme garantie? Merci. Retour, le projet est très bien ficelé et montré par le business plan que vous avez un marché, que vous avez une très bonne stratégie et que vous montrez quels sont les facteurs qui vous permettent. Le projet en lui-même, c'est une c'est-à-dire ça c'est sur la forme, c'est-à-dire que l'Algérie, bien sûr, quand on va vers l'institution, c'est elle qui garantit. Mais la garantie de fond, c'est le projet en lui-même. S'il est bien ficelé, oui ou non. Merci. Oui. Le micro. Le gouvernement avait annoncé récemment le gel de type d'endettement non conventionnel. Le gouvernement avait annoncé récemment le gel du type d'endettement non conventionnel. C'est-à-dire, c'est-à-dire combien la dette externe de l'Algérie par rapport au PIB, c'est-à-dire elle est estimée de combien ça? Sur le financement entre la Currency School, la Banking School en Angleterre, et ils ont tout un débat été fait. Est-ce qu'on doit rester sur les talents or, est-ce qu'on peut refinancer par la Banque centrale l'économie? Et in fine, donc on est arrivé à la conclusion qu'il fallait refinancer l'économie par l'émission monétaire. Donc c'est quelque chose qui date de 1857, pas d'aujourd'hui. Donc ça, c'était quelque chose qui est tout à fait normal. Maintenant, c'est un outil qui a ses qualités, qui a ses défauts. Maintenant, mais il doit être, comme c'est comme un médicament, il doit être utilisé. Et quand quelqu'un est malade, on lui donne, on prescrit une dose qui correspond à sa maladie.
Maintenant, si il va prendre le triple, le quadruple de la dose, donc il dort à le médicament. Donc c'est après la même chose qui s'est passée. J'ai donné les deux chiffres. Quand le gouvernement Sellal a emprunté 5 milliards, le gouvernement Yahya nous a sorti 50 milliards, donc 10 fois plus. C'est ça, donc ça ne correspond pas à l'économie. Concernant l'endettement, bon, je n'ai pas après le chiffre, mais il est très faible par rapport au PIB. Donc c'est 3 ou 4 milliards de dollars de dette commerciale privée, pas commerciale, privée, sur un PIB à près de 180 milliards de dollars. Donc c'est très peu. Donc c'est pas, on est considéré comme un pays qui n'est pas endetté. Le micro. Donc, monsieur l'économiste, si j'ai bien compris, Oui. Oui, ce financement de projet par un emprunt est sérieux. Et le financement de projets oui. par des emprunts extérieurs Oui. est destiné uniquement aux entreprises publiques. Non. Parce que vous venez de citer un exemple bien précis, Sonelgaz, dont J'ai cité, ça ne va pas oui, dire c'est vrai. Non, je m'explique. Sonelgaz, ça fait depuis 10 années qu'elle réclame qu'elle veut aller vers cette option. Parce que c'est avant tout un prestataire public. Il a besoin de se développer pour remplir ses missions. Je suis d'accord avec vous, l'entreprise Sonelgaz. Mais la question que je me pose, aussi simple qu'elle soit, et aussi naïve, quelle est l'autre entreprise publique qui pourrait aller vers ce financement, à part Sonatrach et Sonelgaz? Je ne vois pas. Non, tout ce qui est. Demain, si vous privatisez, demain, si vous avez l'Agence nationale des autoroutes, par exemple, et vous allez instaurer le paiement sur l'autoroute, il faut que cette entreprise publique, elle doit se développer. Peut-être elle va créer de nouvelles autoroutes payantes. Donc peut-être elle aura besoin de financement. Je vous rappelle qu'avant de construire l'autoroute Est-Ouest, on avait parlé du fameux BOT, c'est-à-dire une entreprise qui vient, qui construit, qui exploite et puis qui transfère la propriété, après un certain année d'exploitation, qui va transférer la propriété vers l'État. Donc il n'y a pas de problème. Et puis, pourquoi les entreprises publiques, les banques internationales, j'ai dit, ils contribuent au développement du secteur privé. Donc si nous avons demain une entreprise, un champion national qui a un projet et le gouvernement voit qu'il est de son intérêt de financer le développement de cette entreprise par un emprunt dans le cadre des banques internationales, il n'y a pas de problème. Où est le problème? Le plus important, c'est que votre projet soit viable. Et c'est pour ça qu'il a parlé de rentabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas de... Voilà. Oui, allez-y, madame. صباح الخير، حنان حمر من جريدة المساء. أستاذ، في المقدمة تاعكم تكلمتوا عن الحلول اللي اتخذتها الحكومة منذ حكومة سلال لمواجهة الوضع. إذا القرض السندي ثم التمويل غير التقليدي لكن كلها لم تنجح. اليوم الاستدانة الخارجية، ألا تعتقدوا أن الحكومة اليوم يعني تقترح حلول وتتهرب من الحلول الجدية لأن الموارد موجودة في السوق السوداء، موجودة في التهرب الضريبي، موجودة في تضخيم الفواتير، موجودة في الفساد، لكنها لا تذهب إلى هذا وتذهب إلى حلول، وربما غدا ستقول أن الاستدانة الخارجية لم تنجح. شكرا. دونك انا تكلمت يا اخي في المقدمه تاعي، قلت عندما وصلت الى النقطه تاع رفع يعني زياده المداخيل الايرادات تاع الحكومه، قلت باللي حيتزيد المداخيل ب 8.6%، وقلت عن طريق شويه زياده بعض الضرائب يعني وكذا. قلت باللي فقط انا قلت باللي ان الوضع الحالي ما تسمحش باش نديروا اصلاحات جذريه، لان لازم كما تكلمت المدام العربي قالت بلي انا نستناو الى يكون يعني رئيس جديد للجزائر ان شاء الله في بقى شهرين، وتم عن طريق راح يكون بما انه حيكون رئيس منتخب وعنده كل الصلاحيات، فانه يفالونسي ان ديبا وراح يجيب خبراء نتاعو وعنده برنامج باش نديروا اصلاح ضريبي، باسكو لازمنا اصلاح ضريبي. مش ممكن عندنا 50% تاع تقريبا 50% من الاقتصاد راهو في القطاع الموازي،
يعني في نصهم يعني انت كجورناليست ولا انا كاستاذ ما عندنا حنا نخلصوا الضرائب وكاين الناس راهي تستفاد من الخدمه العموميه ما تخلص والو وتلقاها الناس يعني مرفهين ولا باس بهم ما شاء الله وربي يزيد لهم على كل حال ولكن لازم كذلك ولكن كذلك من حقهم يقول لك مثلا يقول لك انا لو كان نخلص الضرائب نتاعي راني نشوف بلي الاموال العموميه لا تستعمل في الطريق الصحيح قال مثلا نشوفوا الارض الطريق محفره وكذا وكذا دونك معناتها مال يوتيليزاسيون دو دوني بوبليك دونك على هذيك يقول لك حنا نستناو كي تجي الحكومه الجديده تاخذ بعين الاعتبار وتاخذ كل هذه الاعمال لهذا كان تكلم شوف في الانترفيو قال واحد الجمله اللي قالها جوست تيتر قال وراه الجمله هذيك ما ننساش وين راحت لي البوان هذاك. On voudrait bien avoir votre avis d'expert, Monsieur Boukhari, sur tout ça, en dehors de ce qu'a dit le ministre. Donnez-nous votre... Quoi, par exemple, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des risques? Sur quoi? Sur l'endettement. J'y arriverai tout à l'heure. D'accord. C'est sur ce problème. Donc il a parlé, justement, il a dit, voilà, amélioration substantielle du recouvrement. Et donc ça veut dire qu'il va essayer de trouver de nouvelles solutions pour améliorer, comment tirer, y compris de l'informel. Maintenant, donc, puisque ce gouvernement lui reste 2 mois, donc jusqu'au 2 décembre, il y a des élections, donc on ne peut pas imaginer qu'il puisse mettre, avec tout l'environnement, toute la situation politique aujourd'hui, aller vers des réformes de fond. Parce que la question tout à l'heure, elle m'a dit, voilà, justement, dans la vie, elle m'a dit, comment on peut aller vers l'endettement alors que nous sommes dans une situation où on attend le prochain président avec ses décisions. Donc c'est à peu près la même chose. Mais c'est pour ça que je dis que c'est des solutions acceptables par rapport. C'est ce qu'il peut faire maintenant le gouvernement dans le contexte actuel. Si on ne peut pas faire de réformes profondes actuellement, comment peut-on aller vers l'endettement? Il y a une contradiction quelque part. Oui. Un gouvernement qui est là juste pour quelques mois, il ne peut pas faire de réformes, mais ils peuvent aller vers l'endettement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction pour la simple raison que, puisque j'ai expliqué que le projet passe par des étapes. Donc il faut d'abord les conditions. Après, il faut ficeler le projet. Il faut qu'il passe par la commission. Il faut qu'il soit déposé au niveau de la banque internationale. Il faut qu'il soit évalué au niveau de la banque. Il faut l'accord. Donc je pense que ça prendra minimum 6 à 1 année pour que ce projet passe. Oui. Donc d'ici là, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. Et donc d'un côté, donc il y a 2 choses. Moi je trouve que c'est tel qu'il s'est écrit, c'est bien. Je ne vois pas où est le problème parce que c'est bien fait. Maintenant, on aura le temps que le premier projet aboutisse. Il nous faudra au moins 6 mois ou 1 année. Donc le nouvel gouvernement aura tout le temps, le président, de revoir même si je ne vois pas où est le problème. Et d'hériter des décisions prises par l'ancien gouvernement. Si l'actuel gouvernement a arrêté le financement dit non conventionnel. Oui. Donc où est le problème? Oui. On va parler des risques, M. Boukhari. Est-ce que l'endettement peut apporter des risques à l'Algérie? Est-ce qu'il y a des risques? Et quels sont ces risques s'il y en a? Donc, je vais répondre un petit peu par rapport à un autre point. Donc, oui, c'est important parce que là, je vais être un petit peu lent parce que c'est... Donc, j'ai parlé que l'endettement tel qu'il est proposé, c'est 6 caractéristiques. Moi, j'en ai donné 5. Et on peut faire ressortir du texte une 6e caractéristique. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. La soutenabilité de la dette. Donc c'est quoi la soutenabilité de la dette? Ça veut dire que le gouvernement a assez de marge pour faire face à ses engagements. Pour être plus simple encore, il veut dire que si le gouvernement s'endette, il faut que la dette soit utilisée à bon escient de telle manière qu'elle puisse générer des revenus futurs qui permettront de rembourser cette dette. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit, le texte, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, diversifier les sources de financement de l'économie à travers un éventuel recours de manière sélective. Ah, pardon, c'est pas ça. C'est ça? Non, c'est Prenez pas votre temps, M. Boukhari. Attendez, parce que je... Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Les pinceaux. Voilà, c'est là, 1, 2... Voilà.
il dit que le budget d'État de 2020 s'inscrit dans la poursuite de la démarche en vue de la maîtrise de la dépense publique et l'amélioration du recouvrement de la fiscalité ordinaire dans un objectif visant à moyen terme le retour à la soutenabilité budgétaire. Donc il y a deux éléments ici. Donc le premier élément, je l'ai dit que la soutenabilité, ça veut dire que je dois m'endetter dans des projets qui me permettront dans le futur, c'est pour ça que j'ai parlé de la VAN tout à l'heure, valeur actualisée nette, dans le futur d'obtenir des surplus qui me permettront de rembourser ma dette. Il utilise le mot moyen terme. C'est très important. J'explique en macroéconomie, quand je parle je ne vais pas entrer dans la théorie, mais pour vous simplifier les choses, le court terme c'est moins de 3 ans, le long terme c'est plus de 7 ans, le moyen terme c'est entre 3 et 7. Donc ça fait après 5 ans en moyenne. Ça veut dire que le projet de financement doit permettre de dégager des revenus dans le moyen terme. Donc déjà une 6e condition dans ces projets, il faut que mon projet qui soit présenté devant la commission me démontrer que dans 5 ans, il va dégager des surplus qui lui permettront de rembourser le principal de la dette. C'est très important ce qu'il a dit ici. Et donc, la question qui se pose par rapport au risque, mais sur l'économie, pas sur l'endettement, parce que là, sur l'endettement, je ne vois pas avec ces 6 conditions, je dirais que c'est presque impossible qu'il y ait de problème. Presque. C'est presque. Vraiment, il doit vraiment passer par tellement d'étapes, tellement de conditions, que si à la fin, ça ne marche pas, là, c'est vraiment limite. C'est pas que ça ne marche pas, M. Boukhari. On a un mauvais souvenir avec le FMI. Est-ce que ces institutions qui vont nous prêter de l'argent ne posent pas certaines conditions que l'Algérie devrait... conditions qui ne servent pas toujours l'Algérie, comme c'était le cas pour le FMI, la privatisation, restructuration des entreprises, et on a vu la fin de beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'on ne va pas revenir vers ça? Il faut qu'on comprenne la situation. C'est-à-dire que macroéconomiquement, c'est deux choses différentes. Le FMI, il est là, il a été créé depuis 1945. Justement, l'idée, c'était quoi? C'est de stabiliser le système monétaire international. Nous, au début des années 90, on était en défaut de paiement. On est, en tant que membre du FMI, on était obligé d'aller quémander auprès du niveau du FMI. Donc, au nom de la stabilité financière internationale, parce que c'est une question de stabilité d'un pays membre, qui est l'Algérie, donc ils sont venus nous aider avec de l'argent. Mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que le FMI devait s'assurer que les fonds débloqués pour l'Algérie devaient être remboursés. Et pour que ces fonds soient remboursés, il faut qu'il y ait des réformes. On ne peut pas se permettre des subventions à gauche et à droite. Donc il fallait ce qu'on appelle les fameux plans d'ajustement structurel, et qui n'étaient pas propres à l'Algérie. Il a été déjà appliqué dans la fin des années 80, il a été fait ce qu'on appelle le consensus de Washington. Il a été fait pour des pays qui sont maintenant dans les BRICS, comme le Brésil, qui sortait d'une dictature et qu'il fallait l'aider, il avait un problème. Ils ont exactement les mêmes recettes qui ont été appliquées en Brésil, étant appliquées à l'Algérie. Donc ça, c'était un cas de figure. On n'est pas dans cette situation. Nous avons, alhamdoulilah, encore des réserves, au lieu de 70 milliards. Donc on n'a pas besoin du FMI. Et là, on est en un endettement ciblé avec des caractéristiques pour des projets qui vont tirer ce qui est fait en Algérie vers le haut. C'est la différence fondamentale. C'est-à-dire c'est un type d'endettement tout à fait différent qui ne se rejoignent pas. D'accord. Est-ce que vous avez une idée sur le taux d'intérêt pratiqué par ces banques? Je n'ai pas d'intérêt, mais c'est à négocier comme chaque projet. Donc je n'ai pas d'idée sur les taux d'intérêt qui vont être pratiqués, mais c'est des taux qui sont assez bas, donc je pense que ça a une fourchette de 1 à 2%, donc c'est des taux qui sont assez faibles, parce que c'est des projets liés au développement. C'est pour ça qu'on s'adresse à des institutions de développement international et pas à autres. Parce qu'on aurait pu s'adresser à des banques aussi, banques d'affaires. On aurait pu émettre des obligations sur le marché international. Ok, mais ça, et ça, ce qui a été fait, c'est ça le problème. Par exemple, en Algérie, par rapport à l'emprunt obligataire, on était obligé
de monter à 5,75%. Parce qu'il fallait, on était en concurrence avec le système financier national. Donc on était obligé, pour attirer les gens, il y a un risque pays. C'est normal, les investisseurs qui vont venir, ils vont se dire ah, ce pays, peut-être il est risqué, peut-être. Ils sont obligés de faire des couvertures de risque, donc ils vont augmenter d'intérêt. Donc ce n'est pas le cas pour les institutions de financement international dont l'Algérie est membre. D'accord. Vous alliez nous expliquer un petit peu les risques sur l'économie. Donc les risques sur l'économie, moi le risque, même si ce risque, je pense qu'il a été pris en considération partiellement du moins, dans le projet de loi de finances. Donc le risque que je vois, si vous avez remarqué, dans le projet de loi de finances 2020, on parle de grande réduction du budget d'équipement. Et si vous avez de 20%, donc 20%, donc 20,1%, alors que le budget de fonctionnement ne baisse que de 1,2%. Regarde, il y a vraiment une baisse limite. C'est-à-dire on garde toutes les subventions, tous les transferts, on les garde. Par contre, l'équipement, on le baisse. Et quand on rentre dans le détail, il y a une baisse de 39,7%, presque 40%, pour les autorisations de programme, parce que les autorisations d'engagement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des projets ce qui veut dire, c'est le financement de projets pluriannuels. Donc si c'est des projets pluriannuels, il y a une forte probabilité que ce soit des projets structurants. Donc là, si on pose la question, si maintenant je réduis d'une manière importante, donc 40%, les projets pluriannuels structurants, donc il y a de fortes chances que les revenus de l'État par rapport à ces projets déstructurants vont diminuer dans le futur. Et là, on se demande, si c'est le cas, comment on espère augmenter les recettes si on n'investit pas dans des structures qui vont nous permettre de générer des recettes? Qu'est-ce que vous entendez par projet structurant pluriannuel, par exemple? C'est-à-dire, si vous construisez demain une route, par exemple, ou un réseau électrique, mais exemple, hein, donc ça va permettre logiquement de désenclaver une région, de créer une dynamique entrepreneuriale autour de ce réseau. Donc ça va générer des ressources pour l'État. Si maintenant vous n'investissez plus, donc automatiquement il y a des risques. Pas de recettes, oui. C'est vrai que ce risque a été, à mon sens, plus ou moins pris en considération par rapport à 3 éléments. Donc 2 éléments ont été clairement énoncés, un troisième, je le suppose. Donc le premier, c'est par rapport à, justement, au sujet du jour, l'endettement, puisqu'on parle d'endettement de projets structurants. Oui. Donc automatiquement, il y a une volonté de substituer l'investissement public dans les projets structurants par l'investissement ciblé par l'endettement. Donc ça l'idée, c'est en espérant qu'il y a création dans les prochaines années de projets financés par l'endettement, donc structurant, donc il y aura une dynamique qui va être créée au niveau de l'économie nationale, qui va permettre justement de créer de la valeur. Premier élément. Deuxième élément, dans le projet de loi de finances, il y a quelques mesures structurelles. Parmi ces mesures, à mon sens, les plus importantes, donc les mesures incitatives et de facilité d'ordre fiscal au profit des start-up. Ça veut dire qu'on va miser sur la création de start-up qui vont créer de la valeur ajoutée. Deuxième mesure, la création de 4 types de zones industrielles. Donc on va favoriser la création d'une dynamique territoriale. Et puis, troisièmement, le développement de l'économie numérique, donc les nouveaux systèmes de paiement. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est paiement par téléphone, par carte, etc., par Internet. Donc, en principe, ça devrait créer aussi une dynamique qui va créer de la richesse. Troisième élément qui n'a pas été clairement énoncé, alors que je pense l'avoir, ce que j'ai compris du projet de loi de finances, c'est par rapport à la capacité d'absorption de l'économie algérienne. شوفوا un exemple. واحد تعطوا له حبات تفاح وفمه صغير مش كبير نورمال. دونك كانت تفاحه صغيره يقدر ياكلها يبلعها دانكو. بصح تجيب له تفاحه كبيره هكذايا. يبغى باش ياكلها لازم ياكلها عندها بليزيور فوا.
C'est un petit peu le cas de l'économie algérienne. On a tellement investi, le budget d'équipement était tellement élevé les dernières années que, depuis assez longtemps, que l'économie n'arrive pas à absorber. Preuve, le nombre de crédits qui ne sont pas consommés. Preuve 2, le recours à la main-d'œuvre étrangère. Ce n'est pas aux entreprises, à la main-d'œuvre, c'est-à-dire on ramène des Chinois, c'est-à-dire on ramène des Africains pour qu'ils fassent le flaha. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de ressources pour mettre en œuvre ces programmes. Et troisième élément, nous avons un chômage structurel élevé, il est à peu près de l'ordre de 10%. Le chômage structurel, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que nous, allez, je vais prendre mon métier, les économistes, alors que peut-être nous, on a besoin de plombiers. Pour façon de parler. Donc cette inadéquation fait que l'économie ne peut pas, parce qu'on n'a pas les compétences nécessaires, adéquates, mais nécessaires pour justement absorber ces fonds. Et donc l'idée, c'est que si on baissait les dépenses de fonctionnement, donc en fait, on irait vers le normal. C'est que ce nouveau niveau correspondrait à la capacité de l'économie algérienne d'absorber ces investissements. Merci, M. Boukhari. C'est un peu technique. Non, ça va. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Bonjour, Aziz Boucharaf, c'est le Soir d'Algérie. C'est par rapport aux éventuelles solutions d'un futur président, Inch'Allah. Pourquoi la priorité ne serait pas la promotion de l'exportation? Parce qu'on voit qu'il y a des pays, il y a des cas où ça a marché, comme en Asie, le Japon, etc. La promotion de l'exportation, ça a marché. Ici, vous avez parlé de diversification. Donc si on diversifie les productions et tout, pourquoi on ne ferait pas en sorte que ça marche? Alors surtout que depuis des années, on parle d'insister sur les exportations hors hydrocarbures. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup d'évolution sur ce cas. Donc pourquoi pas plus insister sur ce cas et pourquoi ne pas aller vers cette promotion de l'exportation? Voilà. Donc là, vous avez tout à fait raison, qu'il faut promouvoir les exportations. J'ai écrit avec notre collègue, c'est Ahmed Natana, un article dans le journal Moudjahid où j'ai expliqué qu'il faut aller vers un nouveau paradigme économique. Nous avons, c'est-à-dire dans le classement mondial des niveaux de développement, nous sommes actuellement une économie qui est basée sur les ressources, c'est-à-dire on vit de nos ressources. D'ailleurs, même des fois, on dit que nous sommes un pays riche parce que nous avons du pétrole, parce que nous avons des ressources minières, etc., etc. Alors qu'il faut passer vers une économie qui est basée dans la richesse et tirée du travail et non des ressources minières. Pour ne pas... Je ne vais pas faire de la théorie, c'est-à-dire pour ne pas revenir au XVe siècle, parce que ça, l'idée d'une économie riche par ses ressources, c'est une idée qui est développée au XVe siècle par les mercantilistes, par les mercantilistes espagnols, qui étaient riches. Ils disaient que notre pays était riche parce que nous avions beaucoup d'or. Et nous, on dit qu'on est très riche maintenant parce que nous avons beaucoup d'or noir. Donc, il y a 5 siècles. Mais maintenant, nous sommes dans notre situation et on doit passer vers une économie d'efficience, donc une économie, comme vous le dites, qui est basée sur les exportations. Et vous avez tout à fait dit ce qui est logique. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est construit sur les exportations. L'Asie du Sud-Est, donc la Corée, etc. La Chine sur les exportations. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui la politique des États de Trump, on va dire, de M. Trump par rapport à la Chine, la guerre commerciale, c'est de limiter les exportations de la Chine, c'est-à-dire pour ne pas leur laisser la possibilité de croître encore davantage. Donc automatiquement, on devrait avoir une économie compétitive qui permette justement d'exporter. Mais pour cela, il faut un nouveau paradigme. On ne peut pas rester. Et le nouveau paradigme, je souhaite et j'imagine que le nouveau président, Inch'Allah, avec un bon projet économique, il va mettre les bonnes personnes et là, je vous garantis que l'Algérie pourra décoller si cela est le cas. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci M. Boukhari. Oui. Le micro.
insisté sur le fait dans les conditions d'octroi de financement, c'est sérieux. Mais Oui, c'est-à-dire une des conditions phares, c'est faut que ceux qui vont nous prêter de l'argent, il faut que ce projet soit vraiment une très forte plus-value. Oui. Pas trop viable. Viable. Et quand même, ne pensez-vous pas qu'il faudrait, enfin, à mon avis, donner la priorité aux projets des projets qui vont vers vraiment ne plus aller vers l'importation. Donner la priorité à ces secteurs. Oui. À mon avis. C'est l'une des priorités de donner vraiment le privilège, excusez-moi, le mot est un peu fort, aux entreprises, aux projets qui vont permettre à l'Algérie de diminuer ses importations. C'est parce que c'est là où le problème se pose dans l'immédiat. Donc permettez-moi de vous dire que moi, en tant qu'économiste, et la théorie économique, est tout à fait contraire à l'idée de diminuer les importations. Diminuer les importations n'a jamais été un objectif de la politique économique. Parce que nous devons nous intégrer, parce que nos importations sont les exportations des autres. On ne peut pas s'isoler. Et je vous rappelle que la Deuxième Guerre mondiale a justement éclaté à cause de cette idée. C'est-à-dire que chacun a créé des barrières tarifaires de chaque pays pour diminuer ces fameuses importations. Et c'est pour ça que la Deuxième Guerre a éclaté, et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'OMC. Avant, c'était le GATT. Maintenant, ça s'appelle l'OMC. Pour qu'il n'y ait plus ce genre, il faut qu'on se mette d'accord pour qu'il y ait des tarifs discutés entre tout le monde qui puissent encourager les échanges commerciaux, les développements économiques. Et voyez comment l'économie mondiale a progressé depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Elle a été, je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est quasiment x20, x30. C'est à quoi ça? Je parle de segments où on a J'arrive. un fort potentiel. J'y arrive. Donc c'est pour ça qu'on voit, comme l'a dit votre collègue tout à l'heure, qu'il faut qu'on encourage les exportations. C'est-à-dire que nous aussi, on doit jouer un rôle dans les échanges commerciaux et ne plus être dépendant que des hydrocarbures. Et donc, comme vous le dites si bien, il faut que, et c'est la même chose que j'ai dit à votre collègue, donc, Mme Wassila, donc j'ai dit qu'il faut qu'on développe des secteurs stratégiques là où nous avons des avantages comparatifs, là où nous sommes forts. Là, par exemple, si on développe la pétrochimie, c'est tout à fait logique, nous avons du pétrole. On ne va pas développer la construction des vaisseaux spatiaux. On n'a pas ce savoir-faire, il faut aller, c'est pas notre objectif dans l'immédiat, du moins. On doit voir là où on a des avantages comparatifs, là où on peut être bon, là où il y a un marché futur fort, grand, fort et lent dans le temps. Et là, on doit aider, accompagner les entreprises nationales, particulièrement privées, pour construire des champions nationaux, comme ça a été fait au Japon après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelait les Zaibatsu, et ce qu'ont fait les Coréens avec leur Samsung et leur LG, qui sont des entreprises de loin supérieures à tout ce que nous avons et qui dominent le monde par leur technologie et qui permettent d'exporter. D'ailleurs, ils ont dépassé le chiffre, je crois que c'était 500 milliards de dollars, les Coréens, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire un chiffre vraiment très important, donc 500 000, je ne me souviens plus, mais un chiffre très important. Donc ces entreprises leur permettent de s'intégrer et de ramener de la ressource en devise et de s'intégrer pleinement. Mais pas de dire que, voilà, on doit substituer aux importations, on doit diminuer les importations. Non, ce n'est pas un langage économique. Ça, c'est un langage administratif. Donc il faut, économiquement, non. J'importe là où je ne suis pas bon et j'exporte là où je suis bon. Et à la fin, je vais essayer de dégager des surplus. Ou au moins être à la balle, c'est-à-dire être balancé, c'est-à-dire que je dois avoir les mêmes exportations que les mêmes importations, là, pour que je puisse m'intégrer pleinement dans l'économie internationale. Et là, justement, parce que je disais tout à l'heure, le déficit du budget, j'ai dit, parce qu'il est lié à une balance commerciale déficiente. Si maintenant, nous, au lieu donc c'est la balance commerciale, c'est quoi? C'est les exportations moins les importations. Et nous, au lieu d'augmenter les exportations, on essaie de diminuer les importations. Non, il faut justement augmenter les importations. Les importations vont diminuer là où nous sommes bons. Si maintenant on ramène des micros, et là on aura une industrie qui va fabriquer des micros au niveau international,
et on va les exporter, automatiquement les importations vont diminuer de manière tout à fait logique et automatique. Et là où on n'a pas besoin de construire par exemple des avions, on ne va pas maintenant créer une industrie des avions. On a 40 millions, la population 40 millions, on n'a pas d'avantage comparatif. Vaut mieux aller vers là où nous sommes et pourrons être bons. Merci M. Boukhari. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Est-ce que le retour vers l'endettement peut réduire le déficit budgétaire? Bien sûr, j'ai dit que l'endettement, c'est une manière, puisque la balance de paiement, c'est deux éléments. C'est la balance commerciale et le mouvement des capitaux. La balance du mouvement des capitaux. Automatiquement, on peut financer l'un par l'autre. Donc l'endettement va, justement, l'idée, c'est l'endettement de financer... Oui, mais ces projets n'ont jamais été financés. Quel projet? Les projets que l'endettement va financer, ça n'a pas été financé. Donc la crise, le déficit budgétaire, il existe. Et il sera toujours là, puisque on ne finançait pas ces projets. Donc maintenant, c'est l'endettement qui va les financer. En quoi ça va combler? En quoi ça va combler? Enfin, c'est l'argent qu'on va ramener qui il va financer... On va dire une part. À une part, oui. Je dis il y a une substitution. C'est-à-dire, au lieu que ces projets, par exemple, je veux construire une usine Al-Kisal, je simplifie, au lieu que je le fasse par des deniers publics, par exemple, on va dégager 1 milliard de dinars pour construire une usine qui va nous fabriquer une usine de verre métal. Là, cette usine va être financée par l'international. Donc ça veut dire j'aurai la possibilité, telle qui a été fait ici, de diminuer mes dépenses publiques. D'accord. Et ça fait que ça va s'équilibrer, partiellement, bien sûr, pas totalement, oui. Partiellement, on va essayer d'équilibrer les choses. Bien, merci M. Boukhari. S'il n'y a plus de questions, on va dire au revoir aux collègues et au revoir M. Boukhari. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie.